Bonjour, c'est Elias. Bonjour, c'est Yassine. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial de grand calibre, Inch'Allah. C'est Elias Drissi, docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Et le sujet d'aujourd'hui est passionnant, donc on va parler de plusieurs choses. منهم la souffrance au travail et en amour. Et c'est drôle parce qu'on passe toute notre vie à chercher deux choses Mhm. essentielles qui sont être heureux au travail et être heureux en amour, alors que ce sont des terrains aussi qui peuvent provoquer beaucoup de souffrance dans l'un des deux cas. Donc nous allons explorer un petit peu ces mécanismes cachés dans l'inconscient ensemble et nous avons un invité spécial pour nous éclairer sur ces mécanismes. Alors tout d'abord, je voudrais que tu te présentes en quelques phrases. C'est Elias. Ilyes Drissi, comme vous l'avez dit, je suis psychologue clinicien, donc j'exerce comme psychologue clinicien en libéral ici à Casablanca. J'ai parallèlement un doctorat en neurosciences cognitives, donc j'enseigne aux universités de Mondiapolis ici à Casablanca et puis aussi à l'Université internationale de Rabat à des étudiants en psychologie, soit en licence, soit en master. Et puis cette année aussi à des étudiants en psychomotricité. Voilà, donc ça jongle entre l'enseignement et la pratique clinique ici à Casablanca. Tabarakallah alik. Alors, pour rentrer directement dans le sujet d'aujourd'hui, qui est dans le thème, les rois, la souffrance. Alors, tout d'abord, la première question, pourquoi on souffre autant dans des domaines censés nous rendre heureux, qui sont, que ce soit le travail ou l'amour? Quel est ton point de vue sur la question? Donc, on souffre dans des domaines qui nous rendent heureux. Qui sont censés nous rendre heureux. Ouais, de prime abord, là, j'entends une certaine ambivalence entre amour et souffrance. Et c'est très particulier à ces domaines-là, particulièrement, par exemple, le travail. Le travail, c'est un domaine d'ambivalence par excellence. On peut souffrir au travail, vous l'avez très bien dit, mais on peut aussi être épanoui au travail. On se Ex- tutoie. C'est des formations professionnelles. Mes patients, je les vous vois toujours. Ah d'accord, ok, ok. Alors, au travail, c'est intéressant de voir l'étymologie du mot travail. Ça vient de Tripalium. 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 Exactement. C'était Instrument, un instrument. torture. Torture au Moyen Âge. Donc, peut-être que ça renvoie à cette notion de pénibilité. Il n'y a pas un travail qui n'est pas pénible. Et vous, par exemple, vous demandez à n'importe qui, même si il prétend faire ce qu'il aime, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il prétend faire ça avec facilité? J'en doute. Il y a toujours cet aspect de pénibilité. Donc, c'est un travail, c'est une tâche qu'on fait avec un certain effort. Il faut déployer un effort pour pouvoir parler de travail. Et c'est l'effort qui fait mal? Ou qui nous fait souffrir? Non, je ne pense pas que c'est l'effort qui nous fait souffrir, mais plutôt Qu'est-ce la perte de sens. Ah, La d'accord. perte de sens, et là peut-être je vais m'appuyer un petit peu sur Marx, malgré on va dire on va mettre à part l'idéologie communiste, et socialiste, etc. On va voir comment il a défini le travail dans son livre Le Capital. Mmh. Il a dit, par exemple, lui, il critique le capitalisme en fait, en critiquant le fait que le capitalisme, il a dénué le travail de son sens. Par exemple, prenez l'exemple d'un bûcheron. Le bûcheron, il va partir à la forêt, il va prendre un tronc d'arbre et puis il va le transformer. Il va transformer, par exemple, en une table, en une chaise, je ne sais pas moi. Mais il va voir le résultat de son travail. Donc, partant de cette perspective, le travail, on pourrait le définir comme une transformation de son propre environnement. Si on ne voit pas qu'on a de l'impact sur notre environnement et qu'on le transforme, on va perdre le sens au travail. Et ça, c'est ce que appelle, en l'occurrence Marx, l'aliénation. L'aliénation au travail. On ne voit plus le résultat escompté par rapport au travail. On voit ça dans les usines. Voilà, donc c'est depuis le Fordisme, quelque part, lorsqu'on a segmenté chaque tâche donc et Des en tâches répétitives, des voilà, tâches sans. répétitives, Ouais. donc même si dans la global picture, dans la chaîne, l'employeur ou le leader ou le manager peut avoir une vie d'ensemble Mhm. pour voir le résultat final, mais les personnes qui sont vraiment dans la chaîne n'arrivent pas à Ils ne avoir voient le pas sens. l'aboutissement. Ils voient pas l'aboutissement. Et ça a été repris d'ailleurs par un journaliste et un anthropologue qui s'appelle David Gribar qui parle, lui, de bullshit job. Oui, on en avait parlé. Des jobs à la con. Mmh. Ça a été traduit comme ça, des jobs à la con, bullshit job. Ça veut dire que des métiers qui ne servent à rien dans la mesure où, par exemple, on se pose la question, si ce métier, peut-être que la personne qui exerce ce métier va se poser la question à un moment donné de sa vie. Si
un jour, je venais à ne pas venir, par exemple, Au je viens travail. pas au travail, est-ce que ça va changer quelque chose? De toute façon, tout le monde est remplaçable quelque part. Oui, personne n'est indispensable, mais il y a on va dire des types de métiers qui poussent un petit peu le bouchon trop loin. Par exemple, l'exemple qui a été donné, c'est par exemple le gars qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Donc c'est une tâche qu'on peut faire tout seul, mais il est là. À un moment donné, peut-être que le job était séduisant, il avait besoin de ça, il le fait le premier jour, le premier mois, le deuxième mois, mais à un moment donné, il va avoir cette question de sens, cette quête de sens. Est-ce que mon travail sert à quelque chose? Est-ce que mon travail sert à Donc, quelque chose? Et est-ce que c'est une question que se pose de façon inconsciente chaque personne qui part au travail, qui arrive peut-être au middle age à partir de la quarantaine? C'est là où on a les grosses crises existentielles. oui, moi je vois l'existence humaine, on passe par plusieurs crises. Même l'adolescence est une crise existentielle. On se pose beaucoup de questions, surtout sur l'identité. Et qui est Mais vous saine. avez raison. Oui, Et qui est oui, saine parce qu'elle te donne l'orientation. oui, oui. Et bizarrement, une fois qu'on a pris cette orientation, on ne la remet plus en question jusqu'à peut-être la crise Bah, existentielle qui suit après. justement, la plupart des gens, quand ils entendent crise, ils disent que ça a une connotation, on va dire, dans le langage courant, ça a une connotation négative. Mais pas du tout. Une crise, c'est quelque chose qu'on est appelé à résoudre seulement. Est-ce que automatiquement, dans l'inconscient, une personne qui se pose des questions et donc qui fait travailler son cortex Elle est en préfrontal crise. est en crise? Exactement. Donc c'est un petit C'est une peu. Oui, on se pose des questions, on se dit: «Voilà, c'est quoi mon rôle dans la société? Quel apport je vais apporter? Est-ce que, j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai bien choisi mon chemin ou pas? Ou est-ce que j'ai raté quelque chose?» Ce sont des questions de l'ordre de l'existentiel et c'est ce qu'on appelle communément une crise. Donc la crise, on devrait pas la voir de ce point de vue qui est négatif. Non, pas du tout. C'est essentiel et on doit se poser des questions. Parce que sinon, dans le sens commun, les écrivains, les philosophes sont tous en crise quelque part. Oui, oui, Si, ils tout se à fait. posent des questions pour y répondre quelque Ouais, part. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. exactement. Et donc, la souffrance, est-ce que c'est une fatalité ou un mécanisme? Une fatalité ou un mécanisme? Moi, je vois la souffrance, à travers le prisme de la douleur. Parce que, la douleur, elle est nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, Elias, s'il te plaît, Ouais, on va juste remettre toujours du cadre pour... d'accord. Le but de ce podcast est toujours de rajouter plus de sensibilisation sur la santé mentale et remplir l'espace plutôt que laisser n'importe Ouais, qui bien sûr. se prononcer. C'est Ouais, comme, on en a fait la comparaison tout à l'heure par rapport à certains métiers qui ne sont pas habilités à accompagner. Par exemple, un coach ne peut pas visiter le passé d'un client et le thérapeute le peut, alors que le coach est là juste pour le présent et l'avenir. Donc, dans la question que je te dis, euh, quelle est la différence qu'on peut donner entre souffrance et douleur? Ou est-ce que c'est juste une question de curseur, Mourel, et qui de 0 jusqu'à 100, et 100, c'est à partir de 80, ça devient souffrance et on est dans la saturation, on n'arrive plus. oui. En fait, la douleur, c'est quelque chose de nécessaire. S'il n'y a pas de douleur, c'est de l'ordre du signal. Ça vient nous transmettre un message, nous dire que quelque chose ne va pas. Et là, je prendrai l'exemple de je ne connais pas le nom de la pathologie, mais il y a certaines pathologies qui est physique, où la personne ne ressent plus la douleur. Ça, c'est très problématique. Par exemple, il pourrait se mettre la main sur le feu et ne pas ressentir la douleur. Et là, il pourrait être amputé d'un bras, d'une jambe, etc. Donc Perdre la donc perception du danger baisse aussi, donc la quelque part. douleur, non, la douleur, elle va nous signaler qu'il y a quelque chose qui, nous met en danger, qui met notre intégrité corporelle en danger, dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là. Alors la souffrance, c'est peut-être ma définition à moi, c'est une, douleur qui dépasse les capacités, d'accord? Des capacités qu'on a de Encaissé. prendre en main et d'encaisser cette douleur. Donc on n'en peut plus, c'est ça la souffrance et là ça se dénote, à travers le langage de la personne. Il dit: «Je souffre, je n'en peux plus». Voilà, c'est donc Après, il y a le principe de la tolérance, comme dans les addictions et comme dans tout, quelque part, la capacité à encaisser grandit avec l'exposition. Plus on s'expose, de la même manière mmh, dans l'approche de l'addictologie, plus on est exposé, plus le seuil de tolérance augmente. La personne qui avait besoin je dis pour l'alcool, mais mmh, d'un verre, ben, elle peut arriver à, attends, et même pour le tabac, mmh mh. pour toutes les addictions. Ouais, ouais. Et donc le seuil
le seuil pour arriver à la souffrance augmente, plus on s'expose. D'où Exactement. pour les sportifs aussi, et les marathoniens et qui vont jusqu'à Mmh. faire des trails Mmh. et Mais d'un point de vue psychologique, dans la clinique, c'est là où on vient consulter. C'est quand on arrive à ce stade de souffrance. Parce que la douleur, c'est un signal, c'est nécessaire. la douleur est nécessaire. C'est nécessaire, Une c'est vie sans nécessaire. douleur n'existe Par pas. exemple, avoir une migraine, ça dénote quelque chose. C'est un symptôme, on va Mmh. dire. C'est un symptôme qui fait mal, il y a de la douleur, mais ça dénote quelque chose. Il faut aller chercher derrière le symptôme, qu'est-ce que ça cache? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Bah, c'est l'exemple type que je donne en fait pour faire le distinguo entre un psychologue clinicien et un psychiatre, par exemple. Un psychiatre, c'est celui qui donne des médicaments sur la base d'une symptomatologie. Par exemple, j'ai un mal de crâne, mal de crâne égale par exemple un cachet de Doliprane, du paracétamol. Alors que pour le psychologue clinicien, il ne va pas vous dire que le paracétamol c'est mauvais. Non, il va vous dire, OK, allez chez le psychiatre, prenez du paracétamol, comme ça, vous aurez assez d'énergie, assez de lucidité pour qu'on parle et pour qu'on cherche derrière qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme qui est la migraine. C'est pour schématiser en fait. Alors oui, 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 je te rejoins complètement là-dessus parce qu'il y a une phrase aussi qui dit qu'on n'apprend pas, on n'enseigne pas à quelqu'un à... Il y a une phrase qui dit qu'on n'enseigne pas quelqu'un à nager alors qu'il est en train de se noyer. Ok, donc quelque part, Très d'abord, parlant, oui. Mhm. donc on doit le faire sortir d'abord Ouais, et ensuite, ouais. pour nager ça se prend pas sur les livres. Tu peux lire plein de livres sur nager, mais à un moment il va falloir s'exposer directement et plonger. Donc, Exactement. donc quelque part, j'aime bien cette image-là dans la mesure où pour venir et parler, explorer son passé, connaître ses mécanismes, on a besoin de ne pas être dans la saturation, ne pas être dans la souffrance. Mhm. Hein, on baisse, et c'est pour ça que nous, accompagnants, qu'on soit psychologue, coach ou thérapeute, arriver à un moment, il faut avoir un œil critique et se dire quand est-ce que je fais appel à autrui ou à un psychiatre ou un psychologue. C'est-à-dire pour nous, coach et Mhm. thérapeutes, quand est-ce qu'on fait appel à un psychologue et pour votre part, je parle des psychologues, Ouais. à quel moment, tiens, à quel moment la question que tu te poses, tu dis, attention, là, il va falloir que j'appelle un médecin traitant ou un autre pour consulter, pour voir si, s'il y a besoin d'un avis. Donc, vous voulez dire quand En je gé- reçois un patient, un patient. à quel À moment? quel moment tu te dis, je pense que je vais demander un avis d'un psychiatre? En fait, quand un patient arrive, et ça, ce que j'explique tout le temps, même aux étudiants que je rencontre en cours, il faut toujours explorer de manière schématique et très simple les 4 dimensions. Il y a la dimension cognitive, comment la Mhm, personne est réfléchie, la mémoire, et cetera. La dimension émotionnelle, qu'est-ce qu'elle mhm, ressent sur le moment, qu'est-ce qu'elle a ressenti avant, et cetera. La dimension sociale, donc son relationnel avec la famille, les amis, le cercle amical, amoureux, et cetera. Et la dimension somatique. Il faut aussi explorer ça. Pourquoi dans une optique de, on va dire, par élimination, on procède par élimination. Si un symptôme pourrait relever de quelque chose de l'ordre du somatique, il faut nécessairement éliminer les causes, l'étiologie somatique d'abord, pour qu'on puisse se focaliser sur une perspective purement psychologique. Après, ça c'est pour éliminer totalement le somatique. Après, il y a certaines, on va dire certaines affections, certains troubles qui nécessitent un suivi en parallèle. Par exemple, le cas des addictions, nécessairement, il faut un suivi en parallèle. Ça Parce dépend de que l'addiction aussi. ça dépend de l'addiction. Mais nécess- quand je parle des addictions, les addictions qui viennent, ou plutôt le traitement psychiatrique qui vient pour administrer une molécule qui va remplacer une autre molécule. Voilà, ça Ouais. dépend. Alors, moi-même étant addictologue en hypnose, ce qu'on nous a enseigné aussi, c'est que dépendamment de la lourdeur de l'addiction, dépendamment de l'addiction en soi, par exemple, il y a des drogues dures, Mhm. on a besoin d'un avis d'un psychiatre pour pouvoir accompagner, notamment sur la durée, sur l'alcool ou là sur d'autres Ouais. drogues très, très lourdes. Pourquoi certaines personnes craquent au travail tandis que d'autres non? En fait, au travail, on est en face d'une tension, d'un stress. On parle souvent de stress au travail. En fait, le stress au travail, c'est lui qui fait craquer. Partant de ce fait-là, euh, si on voit le stress comme c'est ça la définition en fait du stress. C'est une réaction physiologique du corps à une émotion très forte, soit la Peur. peur, soit la colère, soit autre chose. Mais c'est une réaction physiologique.
Alors, ça dépendra de comment la personne elle est structurée, parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress. Et là, on a déjà parlé hors antenne du modèle de Lazarus et Folkman. Il faut C'est le un ouais. modèle, même s'il date des années 80, c'est un modèle qui est, on va dire, de référence, qui définit le stress comme une relation transactionnelle entre ce qu'on a comme ressources et notre perception de la situation stressante. Vous voyez que puisque la perception de tout un chacun va différer, et les ressources de tout un chacun vont différer. Donc, la réaction au stress aussi, et comment on va se comporter vis-à-vis de ce stress va différer. Et on aura des résultats totalement différents. Mais la première question là qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est Mm. lorsqu'on a parlé de l'exposition par rapport au seuil et la tolérance. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la tolérance d'un muscle, plus tu le renforces, plus il pourra tolérer encore plus. Ben, normalement, le stress, plus on s'expose au stress, plus on est en train d'améliorer notre tolérance au stress, en principe, jusqu'au moment où ça craque. Et Mhm. donc, normalement, on ne devrait pas tomber dans le modèle de l'antifragilité et devenir encore plus fort parce que ça y est, c'est comme l'exemple que je donne, c'est généralement un os qui s'est brisé, Mhm. une fois qu'il s'est soudé, ben, la partie qui a été soudée a été beaucoup plus forte que la partie qui Mhm. n'a pas été suivie de fracture. Mhm. Donc, c'est-à-dire que si jamais le même os se fracture, il va jamais se fracturer dans le même endroit. Mhm. Mhm. Donc, quelque part, pourquoi au stress, ça ne marche pas comme ça? Mhm. Quelqu'un qui a subi du stress, euh, à un moment, ça fait, une fois qu'il a eu le burn-out, il peut que réenchaîner d'autres burn-out, Mhm. deuxième, troisième. Et c'était avec quelqu'un qui me parlait de, depuis 2020, il y a beaucoup plus de personnes qui vivent le burn-out. Mhm. Et avant, il y avait des personnes qui avaient vécu un seul burn-out dans leur vie. Et aujourd'hui, ils sont passés par premier, deuxième, troisième. D'accord. Alors, vous avez donné Wahd, une, euh, une image très, on va dire, un exemple très imagé, une métaphore, comme quoi la personne, elle craque, elle casse, un os Mm, qui casse. mm. Et ça, je le donne souvent comme exemple pour essayer d'expliquer comment le stress, il opère en fait sur la personne. Ça, peut-être que la plupart des gens l'ont étudié dans les sciences physiques. Ça s'appelle la contrainte mécanique. Yes. Et en anglais, ça s'appelle aussi stress. Mais Mm, en français, on yes. l'appelle contrainte mécanique. Mais en anglais, ça paraît plus évident. Et peut-être que je vais faire un petit rappel des cours de physique, mais c'est la force exercée sur une surface. Mhm. La force exercée sur une surface. Plus grande est la Donc, surface. pour que la surface craque ou ne craque pas, ça dépend de l'intensité de la force, ça dépend aussi de cette surface, donc ses dimensions, et puis de quel type de matériau elle est faite. Est-ce qu'elle est souple, est-ce qu'elle n'est pas souple, etc. Et ça pose donc ça pose la question on va dire, on va se focaliser encore plus sur la surface que sur la force. Parce que la force, elle est là, indépendamment de la nature de la surface. Donc, toi, tu considères que la force est le paramètre fixe. Donc, du coup, Ah, je me on ne base peut sur jouer. Lazarus et Folkman. La D'accord. perception, elle change. La Oh, force, elle est là, le stress, elle est le là. stress, il est là. Mais Ok. chaque personne va le percevoir différemment. Et pourquoi on va le percevoir différemment? Pourquoi cette surface, elle est différente chez tout un chacun? Parce que justement, on a des mécanismes de défense qui sont différents. Les mécanismes de défense, ça dépend de la structure, comment on est structuré, de la personnalité, comment elle est structurée. Et les mécanismes de défense sont inconscients. Juste pour donner l'image, on a la force comme la pluie, مثلاً, Ouais, ok, qui vient par en ouais, haut, et la surface, c'est le parapluie. Plus le grand, ouais, ou la plus grande est la surface, ouais. plus il y a un support quelque part, plus on peut supporter. Mais surtout la souplesse de La cette souplesse, tu parles. souplesse. Puisque nécessairement, si cette surface elle est souple, elle va pouvoir encaisser cette force, elle va pouvoir l'absorber. Et justement, c'est une manière très imagée de parler de mécanismes de défense qui doivent être souples à leur tour. Ces mécanismes de défense doivent être souples et diversifiés pour qu'on puisse affronter toutes sortes de tensions et toutes sortes de stress. Alors, quand tu parles de mécanismes de défense, tu fais allusion à quoi exactement? Quels sont les mécanismes de défense les plus manifestes que tu vois autour de toi, chez les clients qui viennent te voir? En fait, chaque type, il y a plusieurs mécanismes de défense qui dépendent de chaque type de structure. D'où parmi eux, le déni aussi. Il y a le déni, oui, le déni, il y a le clivage. Et le déni, il y a plusieurs types de déni. Il y a le clivage. Le clivage, il y a plusieurs types de clivage. C'est quoi le clivage, s'il te Le plaît? clivage, c'est faire le distinguo entre deux réalités distinctes. Par exemple, faire un clivage de l'objet, par exemple, un clivage accentué de l'objet, par exemple, quelqu'un qui va percevoir une personne comme totalement bonne, et puis du jour au lendemain, il va la percevoir comme totalement mauvaise.
c'est un clivage. On va dire, ça, c'est une manière très, on va dire, très Réducteur. schématisée, très simpliste pour pouvoir appréhender ce clivage. Il y a aussi le refoulement, qui est tout simplement le fait d'oublier. Mmh, mmh, mmh. euh, et autres mécanismes de défense, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces mécanismes de défense, ils sont inconscients. Je ne vais pas me dire, maintenant, je vais employer le déni. Là, maintenant, Oui, je bien vais sûr, refouler. bien Il sûr. y a aussi la répression, etc. Mais ce n'est pas de l'ordre du conscient. Ce qui est, en revanche, de l'ordre du conscient, c'est les stratégies de coping. Voilà. Alors, que peux-tu nous dire sur les stratégies de coping? Parce que, bon, il y a quelques moments, on a eu une discussion avec un psychologue il y a eu une partie où on a dit que l- les femmes sont plus dans le déni que les hommes. Donc, alors que, quel est ton avis sur la question? Euh, Sincèrement, je ne le pense pas. Je pense que ça dépend de la structure psychique, indépendamment du sexe. Il y a une structure psychique qui prime et qui détermine quelle sorte de mécanisme de défense on va employer ou déployer. Si une étude existe, je ne suis pas au courant de cette étude ou bien de ces statistiques, sincèrement. Alors, est-ce qu'on aime vraiment l'autre ou seulement une projection, une image qu'on a de l'autre? Là, on est en train, bizarrement, de switcher, de balancer directement vers le sujet de l'amour après avoir parlé du travail. Avant tout, ce podcast est là pour sensibiliser aussi à apporter des réponses claires, Inch'Allah, de façon à élargir le cadre de la réflexion. Et Mhm. donc, est-ce qu'on peut vraiment aimer l'autre ou seulement une projection de l'image qu'on a de l'autre? En fait, c'est très, on va dire, c'est très parlant parce que je viens justement d'écrire un article sur, ça parle d'amour et ça dit en gros que l'amour est un phénomène humain très complexe. On ne peut pas l'appréhender de manière vraiment mécanique, neurobiologique, à travers les neurosciences, même si je suis un docteur en neurosciences, mais j'estime que c'est un phénomène qui est très complexe, puisque l'humain est complexe, c'est un système complexe avec des propriétés émergentes. À chaque fois, il y a des propriétés émergentes qui émergent. Alors, j'ai bien aimé, on va dire, la conceptualisation des Grecs dans ce sens, où ils ont euh, séparé l'amour en trois dimensions. C'est une répartition, une conceptualisation très tripartite. Ils ont séparé amour, qui est l'éros, l'amour manque, et puis il y a le philia Ah, et papa. l'agapé. Ah, alors, Eros, Philia Philéa et agapé. et Agapé. On va définir chacune parce que je pense que ces clés-là vont nous permettre vraiment d'analyser en profondeur et voir dans quelle Ouais. partie chaque personne est pendant une relation. Et si on peut considérer que ces facettes-là sont peut-être des étapes, Mhm. par exemple, alors on a dit Eros, Philéa et Agapé. Donc l'Eros, c'est quoi? Donc, d'abord, l'éros, il ne faut pas le confondre avec Aphrodite, parce que les Grecs, ils n'étaient pas quand même très bêtes. Aphrodite, c'est une déesse du désir sexuel, alors que l'éros, c'est l'amour obsessionnel, c'est de l'ordre du cognitif. Donc, quand je pense, c'est la cognition. Donc, quand je pense à une personne ou à un objet de manière perpétuelle et continue, ça, je suis dans l'éros. De telle manière que je pense à cet objet, ou bien, quand je parle de l'objet, c'est de manière, on va dire, générale, c'est métapsychologique. Ça peut être une personne, ça peut être autre chose. Donc, quand je pense à une personne, je pense à cette personne comme étant dans la mesure où je manque de cette personne. Elle me manque. Donc, et là, je m'appuie sur le banquet de Platon, où il Mhm. avance avec l'histoire de l'androgyne. L'androgyne, c'est, on va dire, elle est très connue dans la mythologie, et dans les récits grecs. C'est le fait que les hommes avant, ils étaient, on va dire, ils étaient des entités où il y avait femmes et hommes en même temps. Ils avaient quatre bras, Mhm. quatre jambes, ils étaient complets, ils se suffisaient à eux-mêmes. La bête a deux dos. Oui, donc ils se suffisaient à eux-mêmes et les dieux grecs à l'époque, ils étaient agacés de cela, alors ils les ont séparés. Et de ce moment-là, chaque partie cherche de manière vraiment inassouvie l'autre partie. Donc c'est ça l'amour-manque, c'est le fait de chercher de manière, on va dire, désespérée l'autre et de penser qu'à l'autre. Parallèlement, le fait de penser à l'autre, on peut penser à l'autre de manière à projeter
un idéal de soi-même, un idéal du moi sur l'autre. Ça veut dire que l'amour Eros est aussi un amour d'illusion. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là, on est à Eros est égal à illusion. Oui, quelquefois, ça débute avec, voilà, il y a, parce que on doit compléter les qualités de l'autre. Parce qu'on ne va pas prendre l'autre comme il est. On va compléter ses qualités à travers ce qu'on veut, Et ses besoins aussi. voilà, ce qu'on veut qu'on a dans l'autre. Parce qu'on manque de quelque chose, et puis on va compléter ce qu'on veut compléter sur l'autre, on va le compléter de manière à, voilà, avoir cette illusion. Alors, on est en train juste de mettre en place les cartes et les outils. Oui. Yak. Eros, illusion, amour, manque, projection d'idéal. Philéa. Philéa, comment tu le... Philia, c'est l'amour-amitié. C'est le fait de considérer l'autre comme un objet à part entière. Donc, ce qui compte, c'est le lien avec l'autre. C'est un lien qui va se construire euh, sur la base de la réciprocité. Réciprocité, merci. Donc, c'est le mot-clé, c'est la réciprocité. Donc, l'autre, c'est quelqu'un qui est à part. C'est quelqu'un qui ne dépend pas de mes illusions. Je ne vais rien projeter sur lui, mais j'ai besoin de lui dans le cadre d'une réciprocité. Si quelqu'un qui dit j'ai besoin de quelqu'un pour une réciprocité, on est dans la transaction quelque part. Oui, mais il y a une grosse différence entre dire je t'aime parce que j'ai besoin de toi ou là j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Intéressant. Mais tout ça, ça se passe dans l'inconscient aussi. Mais bien sûr, bah, la plupart, pas la plupart, mais oui, la Alors, plupart de nos gestes sont on inconscientes. avance sur les idées parce que j'aime bien, on va vraiment Ouais. on va jouer avec les cartes. Eros, Philéa et Agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je le vois comme un amour de sublimation. Là, on sublime la pulsion en quelque chose. Sublimer, c'est justement désexualiser la pulsion. La pulsion, il faut savoir que quelquefois, il faut bien définir les termes. La pulsion, c'est de l'ordre de l'humain. Par exemple, on ne va pas avoir ça chez l'animal. L'animal, c'est un être qui a des émotions, mais qui a un instinct. Un animal a des émotions ou juste des pulsions animales, on dit? Non, des émotions. Il a des émotions. Il a des émotions. Parce que même le terme anima vient du grec. Du grec, ça veut dire quelque chose d'animé. Et qu'est-ce qui nous anime? Ce sont les émotions. Ouais. Il peut ressentir de la peur. Energy and emotion. Il peut ressentir de la peur. Avec Oui, 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 oui. les Oui, merci. émotions de Merci. base. Les Merci. émotions de base, on les trouve chez l'animal. De Tout à manière fait. rudimentaire, oui, Oui, sorry, mais sorry. on les trouve. Mais après, il y a l'instinct. La pulsion, c'est propre à l'homme. Alors, le fait d'avoir agapé, agapé, c'est une désexualisation de la pulsion. Donc, c'est quelque chose de l'ordre du sublimation, de la sublimation. Et parmi les choses qu'on sublime beaucoup, c'est l'art. Donc, sublimer, c'est d'employer cette pulsion dans des activités, dans un but non sexuel, dans des buts Hmm. valorisés socialement. Il y a le travail. Bon, curieusement, on parle de travail, il y a le travail. Il y a l'art, il y a le sport et d'autres activités qui sont valorisées socialement. C'est ça la sublimation. Alors, d'accord. Maintenant, chers auditeurs, nous avons trois clés. Nous avons l'éros, qui est l'amour manque, qui est Et l'illusion, illusoire quelquefois au départ, illusoire, oui. ok. Philéa, qui est amour amitié, réciprocité, et agapé, qui est amour inconditionnel et sublimation. Oui. Jusqu'à là, ça va. Aussi l'amour charité. Ah, L'amour amour charité, charité. oui, oui, C'est-à-dire, quand que je te donne la charité parce avec un qu'on petit peu trouve d'amour et d'affection. l'amour agapé, on le trouve beaucoup dans la tradition chrétienne. Si vous cherchez dans la littérature, Hmm. vous allez trouver ça beaucoup dans la tradition chrétienne. Et pourquoi on l'appelle amour charité? Parce que quand on donne une aumône, de la charité à une personne, quand on veut aider quelqu'un dans la rue, est-ce que on attend quelque chose en contrepartie? Non, c'est C'est juste ça l'axe. l'amour inconditionnel. Ça nous procure de la joie. Ouais. Ça nous procure de la joie, mais on n'attend rien. On aime le prochain de manière inconditionnelle. On l'aime tellement qu'on lui donne de l'argent. La récompense est dans l'acte C'est l'amour charité. lui-même. Oui, c'est l'amour charité. C'est ça ce que je veux dire par l'amour charité. D'accord. Alors, maintenant que nous avons ces outils-là, on va essayer de les utiliser comme filtre d'analyse D'accord. sur l'amour en général, sur les situations contextuelles et aussi on est au Maroc. Et j'aimerais d'abord parler du travail, et ensuite donner un petit peu plus d'espace à l'amour et au mariage. Tout d'abord, si on parle si on dit qu'il y a beaucoup de similarités dans les mécanismes inconscients, dans les conditionnements qui donnent des comportements, on a parlé des 5 langages de l'amour, par exemple, une Mhm. façon qu'un employeur ou qu'un supérieur va se comporter, soit avec les deux leviers de motivation qui sont soit la punition, soit la récompense.
pour la motivation, va venir aussi se calquer avec son conditionnement. Comment lui, il fait plaisir à l'autre. Ou là, si comment il va menacer l'autre, ou là, comment il va Mmh mh. punir l'autre, peut-être. Et donc, est-ce que quelque part, lorsqu'on commence, dans le monde du travail, on ne serait pas directement dans l'éros, dans l'illusion? Quelqu'un qui vient d'être, diplômé, il va venir, rentrer dans le domaine du travail et se dire: «Waouh, ça fait enfin, j'ai le travail de mes rêves» et bam, il se confronte à une illusion. Oui, quelque part, je suis d'accord. Mais, avant, je voudrais vous poser une question. C'est quoi le contraire de l'amour? Ah oui, alors, j'aime bien cette question-là parce que souvent, on peut tomber dans le piège de dire que l'amour, le contraire, ça serait la peur ou ça serait, la haine, OK? Ouais, Mais je me dis aussi que dans les 2 il y a beaucoup d'attention. Donc, moi, je les mets dans un côté et l'opposé, c'est l'indifférence quelque part. exactement, c'est tout à fait ça. Le contraire de l'amour, c'est C'est l'indifférence, l'indifférence. exactement. Mais, peut-être que la haine, c'est, on va dire, c'est le revers, c'est le C'est le revers revers. de la médaille. Oui, amour et haine, c'est le revers et l'endroit de la même médaille, de la même chose, exactement. Est-ce que par ça, tu dirais que les personnes ou les couples qui sont vraiment en conflit et qui sont, tout le temps dans une toxicité, bah, ils s'aiment quand même et c'est juste une manière de d'exprimer leur amour par la toxicité? Tu rigoles?